BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, j'ai envie de dire les grandes interviews. Tout d'abord, je reçois Benoît Bazin qui est le PDG de Saint-Gobain. Bonsoir Benoît Bazin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes leader mondial des matériaux de construction. Vous venez de fêter vos 360 ans, enfin c'est pas vous évidemment. Le plus grand groupe, le plus vieux groupe industriel français. À chaque fois on le rappelle, mais comme on n'arrête pas de parler de réindustrialisation, on se dit que c'est peut-être l'occasion de voir comment vous avez réussi à subsister dans cet univers très anti-industrie, même si on essaie de faire des efforts. Et puis Saint-Gobain qui se veut, enfin vous le voulez, depuis que vous en avez pris les rênes, leader mondial de la construction durable. Vous nous direz comment, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez changé un petit peu le visage de Saint-Gobain depuis que vous en avez pris les rênes, après Pierre-André de Chalendar. Vous avez cédé à peu près 10 milliards d'actifs. Oui. Et puis vous avez procédé à des grosses acquisitions. On va revenir sur tout ça parce qu'en plus l'Amérique du Nord, les États-Unis sont devenus votre premier marché en termes de résultats d'exploitation. Donc on va parler de Monsieur Trump, de l'effet Trump dans un sens ou dans un autre. Mais d'abord un petit mot sur la défense puisque c'était la journée défense aujourd'hui. Vous avez deux petites activités défense. Vous faites des plaques de céramique notamment qui servent dans les gilets, voilà, dans le blindage oui. des gilets pour les militaires. Et puis vous avez une autre activité, c'est les vitres. Verre, voilà, oui, c'est le verre Sully, Saint-Gobain Sully, qui est une activité dans le Loiret et qui fait notamment les cockpits d'avions de chasse, également les cockpits d'aviation commerciale, mais qui est une activité très importante avec un savoir-faire très particulier. Mais alors, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez entendu Eric Lombard? Est-ce que vous avez écouté Sébastien Lecornu, le président Macron? Est-ce que vous êtes prêt, si on vous appelle, ou peut-être qu'on vous a déjà appelé, à faire plus, à transformer des lignes de production, par exemple? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a un continuum dans le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que ce n'est pas que le verre pour les cockpits d'avions qui est important, c'est tout le savoir-faire industriel de la France. Donc je pense qu'il n'y a pas d'un côté l'industrie de défense, de l'autre côté la chimie, de l'autre côté la sidérurgie et d'un quatrième côté, par exemple, les matériaux de construction. Tout ça, c'est le savoir-faire industriel français et tout ça, c'est l'enjeu fondamental de la réindustrialisation de la France. Ça veut dire investir dans l'éducation pour les ingénieurs, ça veut avoir aussi de la compétitivité de l'industrie. Donc tout ça est lié, mais naturellement, bien sûr, sur nos savoir-faire de matériaux de spécialité, nous sommes prêts à faire plus et à investir plus pour les besoins du pays. Mais vous pourriez plus, puisque là, la question, c'est fabriquer plus de Rafale, c'est fabriquer plus de chars, plus de blindés, plus de militaires. Vous pourriez fournir ? Nous pourrons fournir, oui, nous avons des lignes de production, par exemple, sur ces activités de vitrage particulières qui sont prêtes. Donc, il suffit de passer commande. Tout ça est possible. Oui, le savoir-faire existe. Nous avons des programmes de recherche et développement sur des nouveaux matériaux, des nouvelles applications, céramique, polymère, verres spéciaux. Donc, tout ça est disponible et c'est le savoir-faire de Saint-Gobain. Oui, d'accord. Et donc, on a compris... C'est possible, mais il faut de la visibilité, il faut des carnets de commandes, c'est ce que disent tous les industriels, en tout cas, que j'ai reçus ici. Alors, on parle de Saint-Gobain, donc il s'est passé beaucoup de choses. Saint-Gobain qui est devenu la nouvelle star, la nouvelle coqueluche du CAC 40. Ça vous change un peu, non ? Saint-Gobain a réussi une transformation forte depuis plusieurs années, à la fois d'organisation, nous nous sommes organisés par pays. Deuxièmement, une vision stratégique... Ouais, là, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Hein. Très clair, oui, la performance de Saint-Gobain est très belle. Nous avons doublé le cours de bourse depuis 2 ans. Oui. Nous avons été, au total, sur 2 ans, 2023-2024, la meilleure performance du CAC 40. Et le début de l'année est plutôt bon, parce que nous sommes à plus 18, plus 19% ce soir, et le CAC est à plus 9 ou 10. C'était votre feuille de route, votre priorité ? Ma priorité, c'était d'avoir une vision stratégique très forte pour Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable, et puis deuxièmement, une performance opérationnelle en termes d'exécution qui soit très bonne. Donc, nous avons à la fois un très fort positionnement stratégique, la construction durable, une internationalisation réussie du groupe, puisque maintenant nous avons l'Amérique du Nord, les pays émergents et l'Europe qui sont 3 parts égales, et puis surtout une très très bonne exécution opérationnelle par pays de nos résultats sur des solutions, la valeur ajoutée de Saint-Gobain sur les solutions construction durable. Oui, je précise pour ceux qui nous regardent à la télévision, on voyait votre cours avec moins 1,12%, mais c'est parce que voilà, il y a des prises de bénéfices, mais depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, c'est plus 18. Absolument. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que vous êtes la nouvelle sur 2 ans. La nouvelle star. Alors, ce qui est très frappant, c'est l'internationalisation du groupe. En fait, c'est une manière de vous désactiver un peu du marché européen qui est un peu atone. Et du coup, en termes de résultats d'exploitation, les États-Unis, le Canada, donc l'Amérique du Nord, est devenu votre premier marché. Ça fait quand même un peu bizarre, non, que Saint-Gobain soit d'abord
un groupe américain, on peut dire ça presque comme ça, non? C'est notre premier marché en termes de résultats. Oui. Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Nous y avons investi un peu plus de 7 milliards de dollars sur les dernières années. Nous avons acheté par exemple 3 sociétés familiales au Canada et nous avons triplé de taille. Nous avons fait 2 OPA, offres publiques d'achat, sur des sociétés cotées américaines. Et aujourd'hui, nous sommes numéro 1 dans les matériaux de construction aux États-Unis et numéro 1 au Canada. Nous sommes locaux dans ces pays-là, gérés par des managers locaux. Saint-Gobain est présent depuis très longtemps aux États-Unis. Notre marque Certainty est présente depuis 125 ans. Donc ça n'est pas nouveau. Mais en revanche, sur les dernières années, nous avons effectivement accéléré pour aller chercher de la croissance et de la rentabilité dans ces pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin de quasiment 4 millions de logements à rattraper aux États-Unis. Il y a un besoin de construire 5 millions de logements entre maintenant et 2030 au Canada, parce que la population grossit, parce qu'il y a de l'immigration, parce qu'il y a de la richesse dans ces pays. Oui, donc en fait, Benoît Bazin, vous donnez un peu raison à Donald Trump, finalement, en disant investissez aux États-Unis. Nous sommes sur des produits qui ne voyagent pas. Donc, par exemple, nous avons fait la plus grosse OPA du groupe depuis 20 ans en Australie l'an dernier. Parce que de fait, on ne peut pas expédier des produits du Canada sur l'Australie ou du Vietnam sur l'Australie. Donc, nous avons acheté le leader des matériaux de construction en Australie. Et de ce point de vue-là, la stratégie de Saint-Gobain, elle est très très forte aujourd'hui dans un monde qui s'est déglobalisé parce que nous sommes locaux. À la fois, nos produits ne voyagent pas. Nous avons 125 usines aux États-Unis, 37 au Canada, 36 en Inde. Nos managers sont locaux, nos marques sont locales, nos boucles de logistique sont locales et nos clients sont locaux. On ne construit pas en Australie comme on construit en Inde, comme on construit en France. Donc tout ça est très naturel, très logique et puis très puissant en termes d'agilité et de responsabilisation des managers qui promeuvent également des solutions. Ok, mais maintenant, il y a un caillou dans votre chaussure, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Il y a M. Trump, il y a le président des États-Unis, avec une déclaration un peu intempestive. Est-ce que le fait d'être français, est-ce que ça ne va pas être un handicap, puisqu'on est devenu un peu le mouton noir du nouveau président américain? Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, nous sommes américains aux États-Unis, comme nous sommes indiens en Inde, gérés par des managers locaux, avec des marques locales. Oui, donc vous les mettez en avant et vous, Benoît Bazin, vous vous mettez en retrait? Pas du tout, parce qu'en plus, si vous voulez, le sujet du logement, il est bipartisan aux États-Unis. Quand il y a un manque de 4 millions de logements, c'est vrai dans tous les États américains, donc c'est un sujet bipartisan. L'investissement dans les infrastructures de même, donc ces sujets-là ne font pas polémique politique aux États-Unis et donc a fortiori au plan international. Donc les droits de douane, parce qu'en plus vous êtes présent, non seulement vous êtes français, mais en plus vous êtes très présent au Canada, vous venez nous l'expliquer, et donc vous avez quand même 125 usines aux États-Unis. Les droits de douane, finalement, ça ne va pas du tout vous impacter puisque vous produisez localement. Exactement, parce que nos 36 usines canadiennes servent le Canada, les 125 américaines servent les États-Unis, et si je prends un peu de recul au plan mondial, nous avons moins de 1% de notre sourcing, de nos approvisionnements qui viennent de Chine, par exemple. Donc même quand il y a eu des perturbations logistiques pendant le Covid, nous n'avons pas été impactés dans nos fabrications locales. Donc perturbations logistiques pour des raisons géopolitiques, tarifs, tout ça, au premier ordre, n'impacte pas Saint-Gobain. Oui. Est-ce que c'est plus facile de produire aux États-Unis que de produire en France, par exemple? Les États-Unis, comme d'autres pays d'ailleurs, ont une capacité et une vitesse d'exécution très grande, très forte. Beaucoup plus grande qu'ici. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs apporté à Saint-Gobain sur des acquisitions, sur des investissements, en termes de capacité de décision et d'exécution. Donc oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, on dit une chose, elle est exécutée rapidement. Et en France, vous n'arrivez pas à faire exécuter? En France, c'est difficile. Il y a souvent une approche un petit peu plus intellectuelle. Historiquement, en France, on va attendre d'avoir 100% des réponses à 100% des questions, et donc on risque d'être en retard, alors qu'aux États-Unis, vous avez 60% des réponses, vous avancez et vous corrigez en avançant. Donc, vous savez, la stratégie d'une entreprise, c'est 5% du travail d'un dirigeant. 95%, c'est l'exécution, la vitesse et la qualité d'exécution. Les Américains sont très doués pour ça, mais pas que. Nous avons fait des mouvements très importants au Vietnam, en Australie, au Brésil, au Mexique, etc. Donc c'est une qualité d'exécution qu'il faut diffuser partout. Mais on le voit dans beaucoup de sujets en France, que ce soit des décisions politiques, des décisions d'entreprise, des décisions de réforme du pays. Vous êtes freiné par la bureaucratie, la technocratie. Certains disent que ça coûte 4% du PIB à la France. Moi, je suis frappé que quand on cherche des économies en France, et c'est ça qu'on doit réaliser, c'est avoir un vrai leadership politique sur la réduction ou la maîtrise de la dépense publique. Pour vous, c'est un handicap? C'est un réel handicap pour la compétitivité du pays. Je prends un sujet, on a 1200 agences publiques en France. Ça coûte 84 milliards d'euros. C'est la Cour des comptes qui le dit. Qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs années pour traiter ce sujet-là? Pas grand-chose. Bon, trouver 10 milliards d'économies sur les 84 milliards, ça ne doit pas être très sorcier. Mais on ne le fait pas. La réforme des collectivités locales, on n'a pas changé grand-chose entre les départements, les régions, les 36 000 communes.
Ça a été créé il y a 2 siècles et demi. Est-ce qu'il en faut plus aujourd'hui, moins? Il y a une capacité de réforme et de décision et d'exécution en France et en Europe qui est quand même plus lourde que dans d'autres régions. La Chine est un autre exemple, évidemment dans un système politique complètement différent, mais je crois qu'on doit, et peut-être que le wake-up call, pardonnez-moi l'expression, mais le réveil de l'Europe, compte tenu de la géopolitique nouvelle, est une bonne chose. Sur la défense, vous l'aviez évoqué, sur le fait d'investir en Europe, l'Allemagne vient de le faire, ce wake-up call, ce réveil de l'Europe, en soi contraint par la géopolitique nouvelle, le changement et le revirement des États-Unis sur des sujets fondamentaux comme l'OTAN, en soi, l'Europe, moi je suis confiant qu'elle a, et la France, une capacité de rebond, une Pour capacité vous, c'est une bonne chose qui se passe en ce moment. Vous dites c'est un réveil. Ça impose, mais le président Macron, d'ailleurs, sur l'OTAN et la défense, l'avait dit dès 2017. Oui, mais vous le dites d'une manière un peu plus globale. Oui, on a vécu, par exemple, au plan européen, beaucoup de réglementations sur les dernières années. On a assez de réglementations maintenant. Si je prends l'exemple de la rénovation énergétique du logement, qui est le cœur de ce que Saint-Gobain sait faire, on a assez de réglementations. Ce qu'il faut, c'est les mettre en œuvre à toute vitesse, rapidement. Donc un peu moins de réglementation, plus de pragmatisme dans l'exécution. Et ça, on peut le prendre de nos voisins nordiques. Les Danois, les Suédois sont pragmatiques, ou d'autres pays. Avant de revenir peut-être sur la France, parce qu'il y a aussi l'Allemagne, c'est intéressant, Saint-Gobain est historiquement très présent en Allemagne. C'était notre 2e pays historiquement. 2e pays, voilà, comme quoi ça a beaucoup changé, mais enfin ça reste quand même un pays fort. Est-ce que pour vous, vous êtes sur la même ligne qu'un Florent Ménégo chez Michelin, voire un Bernard Arnault chez LVMH? Vous êtes sur la même ligne, Benoît Bazin? Je regarde, moi, la compétitivité d'un pays comme le cadre, les 4 bords du cadre. Évidemment, le coût du travail et la fiscalité. Donc oui, je partage les commentaires de mes pairs sur la fiscalité et le coût du travail en France. Le 2e bord, c'est tout ce qui est route, aéroport, port. On va chercher parfois nos matières premières à Amsterdam ou à Rotterdam et pas à Saint-Nazaire ou à Dunkerque parce que les ports ne sont pas compétitifs. L'éducation, est-ce qu'on investit assez dans les mathématiques, les ingénieurs, les techniciens? Et puis le 4e bord qui est essentiel, c'est l'énergie. Le 3e bord, est-ce qu'on est suffisamment bon? Oui. Non, on n'investit pas assez dans l'éducation. Regardez le classement de la France en mathématiques, on est entre la Roumanie et la Moldavie. Il y a des élites mathématiques, mais le reste du pays ne suit pas. Et le 4e bord, c'est l'énergie. Et là, on a un vrai problème de compétitivité sur l'énergie en France. Donc oui, moi je rejoins les commentaires de mes pairs sur la fiscalité, mais fondamentalement, il faut pour les industriels et les entreprises de la stabilité et de la visibilité et que l'État et la puissance publique se préoccupent d'un cadre compétitif. Je fais un tout petit détour puisque vous abordez ce point sur le coût de l'électricité, parce que c'est un vrai sujet. J'ai reçu Jean-Dominique Senard, le patron de Renault, j'ai reçu le patron d'Air Liquide, François Jacob. Ils disent tous, enfin surtout lui du reste, qui disait mais le coût de l'énergie, alors qu'on a le nucléaire, le coût de l'énergie en France est quasiment, ça c'est moi qui dis, inacceptable. C'est-à-dire que l'EDF, pour nous industriels, ils affichent des tarifs qui sont beaucoup trop élevés. On n'arrive pas à signer un accord avec EDF. Est-ce que c'est la même chose pour Saint-Gobain? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je regarde que EDF, c'est une entreprise nationale qui a une mission de service public sur la compétitivité de l'industrie française. Et ça a été le cas pendant des décennies. On est en train de totalement sortir de la route. L'électricité ou l'énergie, c'est le premier facteur de compétitivité. Pour maintenir des usines, nous avons déjà différé des investissements industriels en France parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'énergie au 1er janvier 2026. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle pourra doubler. C'est plus 100%. Donc, ce n'est pas plus 5%, 10%, c'est plus 100%. Donc, il n'y aura pas de maintien de l'industrie en France, voire de réindustrialisation, et non plus de décarbonation, si on marche sur la tête comme on est en train de marcher sur la tête. Le dernier exemple en date, c'est la mise aux enchères de quotas d'électricité. On est en train de mettre aux enchères de façon aberrante l'industrie française. Moi, je suis extrêmement choqué. Voilà. On serait sur un terrain de rugby, puisque la France a fait des là, on a gagné. Rugby, c'est un bras d'honneur. Je suis désolé, c'est pas possible qu'on fasse. EDF vous fait un bras d'honneur. À l'industrie française. À l'industrie française, oui. Et le gouvernement a été très clair il y a 2 ans sur l'attente de signature de contrats. Il y a 1% de contrats qui ont été signés. Donc on n'est pas du tout au rendez-vous. Il y a urgence puisque c'est au 1er janvier 2026. Mais j'ai envie de dire, enfin je ne sais pas, quelqu'un comme vous, Benoît Bazin, ou d'autres, ou Senard, ou Jacob, ou d'autres, ou Faury aussi que j'ai interviewé, vous ne faites pas entendre? Alors nous avons des interventions auprès des différents ministères. Moi j'attends que des décisions prises. Et puis après, vous savez, un industriel, il doit avancer vite. Nous, on a dépensé 120 millions de dollars au Canada pour électrifier une usine. La précédente était en Norvège, les suivantes seront en Espagne. L'électricité en Espagne, elle était à 40 ou 45 euros. Nous, on paye 42 en France. Et on nous propose 80 ou 100. Ça n'est pas possible. Et si on a un industriel compétitif qui se met en Espagne et qui livre en France, nos usines s'arrêtent.
Donc de fait, l'industrie française ne peut pas fonctionner avec une entreprise nationale qui a été construite dans son parc nucléaire avec le contribuable français et qui aujourd'hui ne remplit pas sa mission de partenariat qui a été le cas pendant des décennies. Il y a un partenariat historique d'EDF avec l'industrie française. On est en train de le casser pour peut-être des data centers. Des data centers, ce n'est pas ça qui protégera la souveraineté industrielle de la France. Vous savez, là, moi j'étais juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, invité par 6 généraux 5 étoiles. Ils parlaient du complexe militaro-industriel. Certes, Saint-Gobain fait du verre et pas des missiles, mais tout ça est un continuum. Donc il n'y aura pas de souveraineté industrielle si on n'a pas toute l'industrie française. Et on n'aura pas d'industrie française si on n'a pas d'énergie nucléaire décarbonée à un prix compétitif. Il y a urgence à agir. Et moi j'attends qu'effectivement le gouvernement et l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table pour prendre des décisions. EDF nous fait un bras d'honneur. C'est comme surtout vous, quelqu'un plutôt de mesuré. C'est des propos forts, hein, Benoît Bazin. Encore beaucoup de questions. Juste un mot sur la France, parce que je voudrais qu'on parle d'Australie, d'Ukraine, hein, où vous êtes aussi présent. Et puis pourquoi vous êtes renforcé dans la chimie, parce que c'est une manière de décarboner la construction, d'où votre ambition d'être le leader mondial de la construction durable. Juste la France, crise de l'immobilier, on voit que c'est très difficile. Le logement neuf, ça a plongé. Vous en sortez quand même ? La rénovation est beaucoup plus résiliente. Tous les efforts d'efficacité énergétique donnent des résultats. On voit que les DPE, les diagnostics de performance énergétique, se mettent en place. Donc globalement, en Europe, sur nos marchés, le pire est derrière nous, y compris sur la France. On voit que ça se stabilise, alors à un niveau plus bas que l'an dernier. Mais on a eu, par exemple, en Europe de l'Est, des trimestres avec des volumes positifs. Et puis, il y a des transactions immobilières qui reprennent. Donc on voit qu'il y a une activité de rénovation ou de neuf qui petit à petit va repartir en France, plutôt au deuxième semestre en 2026 que maintenant. Mais globalement, le pire est maintenant derrière nous. Et le pire est derrière nous, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Tiens, puisqu'on parle de 2025, vous êtes plus prudent globalement sur 2025. Vous avez un nouveau plan stratégique qui va arriver, donc je crois que c'est fin de l'année 2025. Nous finissons effectivement le plan Grow and Impact, croissance et impact 2021-2025. Tous nos objectifs financiers ont été atteints ou dépassés. Et en octobre, nous redonnerons les perspectives sur l'ambition Saint-Gobain des prochaines années, en gardant fondamentalement la même stratégie, parce que on ne voit pas justement comment elle pourrait être, comment vous pourriez changer de stratégie, quoi. Non, mais on peut continuer de l'enrichir. Sur l'internationalisation. À la fois l'internationalisation et puis la richesse et la profondeur de notre offre. Par exemple, en Inde, nous étions dans le vitrage et la plaque de plâtre, pas encore dans l'isolation. Il y a 3 ans, nous sommes entrés dans l'isolation. Récemment, nous sommes devenus premiers dans la chimie de la construction. Donc petit à petit, dans tous les pays, on complète l'offre de Saint-Gobain, à la fois sur le logement neuf, la rénovation, les bâtiments publics, hôtels, écoles, hôpitaux, et puis aussi l'infrastructure, puisque l'infrastructure par la chimie de la construction, tout ce qui est tunnels, ponts, décarboner le béton, le ciment, ça fait partie de l'offre Saint-Gobain. Donc c'est fondamentalement la richesse de l'offre sur l'ensemble des 80 pays, voire plus, que nous viserons parce dans que maintenant, ce nouveau plan. Donc si la France en résultat d'exploitation, enfin l'Europe c'est 32%, c'est ça. 34% donc les États-Unis et le Canada, 34% l'Asie et les pays émergents, avec l'Australie quand même qui devient quand même un point très fort, puisque vous avez fait la plus grosse acquisition de Saint-Gobain depuis 20 ans. Exactement. Donc l'Australie, nous sommes numéro 1 maintenant dans les matériaux de construction, donc avec une base très forte, une marque qui a été créée en 1855 en Australie, ce qui est une marque très très importante. L'Inde est également un pays dans lequel nous sommes fortement développés. Nous avons doublé de taille en 6 ans et nous sommes numéro 1 dans tous nos métiers et c'est devenu le pays numéro 3 en termes de résultats. Donc nous avons comme ça beaucoup d'activités. Les Moyen-Orient aussi, les pays du Moyen-Orient, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte sont des pays de forte croissance. Pourquoi ? Parce que pour nous, le facteur numéro 1, c'est la croissance de la population, soit naturelle ou immigration. L'Australie, c'est 400 à 450 000 immigrés par an. Donc quand on voit le choc démographique français, on se dit que pas tellement l'avenir de Saint-Gobain et l'Allemagne. Il faut faire de la rénovation. Donc, 85% des bâtiments qu'il faut décarboner d'ici 2050, ils sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de chemin à faire sur les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, et beaucoup de chemin à faire. Pourquoi ? Parce que la rénovation énergétique, c'est du pouvoir d'achat rendu aux ménages, c'est de l'indépendance énergétique en termes de souveraineté, c'est du bien-être, c'est du confort. Quand on peut retrouver un petit peu de confort, de mètres carrés pour lire son journal à côté de la fenêtre, c'est de l'acoustique dans une salle de classe. Donc fondamentalement, la rénovation, elle apporte du bien-être, du bienfait pour les particuliers chez eux, comme dans les environnements de travail, au bureau, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc beaucoup de choses à faire sur la rénovation. C'est ça notre croissance sur les prochaines années. Donc en fait, quand même, votre nouveau plan stratégique sera dans le prolongement. Tout à fait. Enfin, il aura à peu près le même cadre, puisque vous avez dessiné un cadre. En termes de vision stratégique, leader mondial de la construction durable, le même engagement sur tout ce qui est développement durable, construction durable. Nous avons baissé de 34% nos émissions de CO2, nous maximisons l'impact de nos solutions. Nous allons
redéfinir les paramètres financiers, puisqu'on a dépassé les précédents, et puis finalement enrichir cette solution qui nous porte beaucoup. Toute dernière question, même si j'en aurai encore des dizaines. Benoît Bazin, vous êtes présent et vous allez être encore plus, parce que vous allez construire une usine en Ukraine. Là, il y aura peut-être la reconstruction d'un pays, et donc Saint-Gobain répondra présent. Alors Saint-Gobain est prêt. C'est vrai que nous avons investi 15 millions de dollars l'an dernier sur une petite usine de plâtre dans l'ouest de l'Ukraine. Nous sommes prêts à partir de la Pologne et la Roumanie et la République tchèque, qui sont des pays importants pour nous. C'est plus de 6,5% du chiffre d'affaires, avec toutes les activités de Saint-Gobain présentes. L'Ukraine est rattachée à une Polonaise qui dirige la Pologne, donc nous sommes prêts. Nous venons de gagner d'ailleurs pour Pont-à-Mousson, ça a été indiqué par l'Élysée. Nous sommes parmi les quelques entreprises françaises qui ont gagné des contrats d'ores et déjà. Pont-à-Mousson va apporter des tuyaux d'adduction d'eau potable pour toutes les populations qui ont perdu, vous savez, après la destruction du barrage, des centaines de milliers de personnes ont perdu l'accès à l'eau potable. Donc nous sommes prêts. Espérons qu'il y ait de la paix, parce que c'est des environnements quand même très très difficiles, mais évidemment toutes les équipes d'Europe de l'Est sont mobilisées pour répondre aux besoins. La reconstruction de l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Benoît Bazin. Je sais que déjà vous avez des trains, des avions. Merci d'avoir été avec nous. Donc le patron de Saint-Gobain, le PDG de Saint-Gobain était notre invité.